Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash vous aide sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, de voir ce qui s'est passé cette semaine, d'essayer de se projeter dans l'avenir. On arrive parfois on arrive même très bien. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, comme d'habitude tous les dimanches. Cette vidéo sera un petit peu particulière parce que j'ai essayé de proposer un nouveau format. Parce que on commence à rentrer progressivement dans la saison des fêtes et donc du coup il y a de moins en moins de nouvelles qui tombent sur les marchés financiers, même s'il y en a quand même quelques-unes qu'on va évidemment toucher aujourd'hui parce que principalement la vidéo de Café Dimanche elle est consacrée à la macro, donc pour comprendre le contexte général économique, mais nous allons aujourd'hui se concentrer plus exactement sur les actions concrètes et encore plus exactement sur les actions que j'ai choisies dans mes screeners Mind de Cash Premium le mois précédent. Nous sommes à la fin du mois de novembre, donc dans quelques jours où je vais publier de nouvelles idées d'investissement sur mon site minddecash.fr et aujourd'hui nous allons faire un tour de ceux que j'ai choisis le mois dernier. Je vais ce genre de présentation dans le cadre de ma démarche commerciale, si vous voulez, même si j'aime pas ce mot, parce que je ne suis pas du tout commercial, parce qu'il y a 3 mois, j'ai lancé ce projet des Mind de Cash Premium, des différents screeners, des articles détaillés sur l'analyse des entreprises. Et dans chaque vidéo, j'essaie de vous présenter, grosso modo, à quoi ressemble cette offre. Et actuellement, il y a une offre Black Friday qui est toujours d'actualité jusqu'à ce soir. J'ai démarré cette offre le vendredi et il y a plusieurs soldes que je propose sur les 2 services que Mind de Cash vous propose aujourd'hui. La première solde concerne le club Option Invest parce que vous avez 20 € de réduction. Déjà, je suis vraiment pas cher parce que vous payez une seule fois et vous avez l'accès à vie pour ceux qui s'intéressent aux options. Et quelque part, c'est un petit peu ma spécialisation de la chaîne Mind de Cash. Et aujourd'hui aussi, je propose exceptionnellement une ristourne de 5 € sur le premier mois de l'abonnement premium parce que dans le cas normal il coûte 14,99 € et là vous allez avoir pour 9,99 € pour le premier mois. Et encore une troisième bonne nouvelle que vous pouvez profiter maintenant à partir de ce Black Friday jusqu'à quand vous voulez, c'est que tous les abonnés du club Option Invest ils auront ce tarif de 9,99 € tous les mois pour Mind de Cash Premium. Pour moi, ça m'arrange parce que j'aimerais bien que les personnes qui font partie du Club Option Invest aient l'accès également aux screeners parce que souvent dans mes exemples, je choisis des actions que je présente dans mes screeners et ces actions participent dans mes stratégies optionnelles que j'ai un engagement de publier sur le club Option Invest. Une information très importante, j'ai eu beaucoup de critiques que le club Option Invest actuellement se passe sur Facebook. Beaucoup de personnes d'entre vous n'aiment pas le Facebook. Au début de l'année prochaine, je vais le porter sur le site et vu qu'il y a beaucoup plus de contenu qu'avant, donc probablement les prix en plus vont être montés. Donc c'est une excellente opportunité si vous voulez rejoindre Club Option Invest. Vous payez une fois à vie, encore une fois, et ça c'est le moment de le faire parce que je ne pense pas que vous allez avoir les prix comme ça dans le futur. Voilà, donc là on va commencer tout de suite, sans perdre votre temps. On va regarder le tableau de bord. Le tableau de bord comme d'habitude. On va quand même commencer par la macro parce que c'est la vidéo qui est consacrée principalement à la macroéconomie et pour la situation globale sur les marchés. On voit que les indices ont été orientés dans le vert, positivement cette semaine, donc 1,5% sur S&P 500 et 0,6% seulement pour Nasdaq. Pourquoi je dis seulement? Parce que normalement Nasdaq il avance avec une bêta plus importante. Donc bêta c'est quoi? C'est la sensibilité du marché aux indices. Normalement il est plus volatile Nasdaq et donc normalement les mouvements doivent être amplifié sur Nasdaq par rapport à S&P 500. Là, on voit l'inverse pour le moment parce que les techs américaines sont toujours en défaveur des marchés. D'ailleurs, j'ai publié sur mon Telegram, je vous rappelle que j'ai plusieurs réseaux sociaux. Telegram, c'est mon outil de communication pendant la semaine parce que je ne peux pas faire des vidéos tous les jours. Peut-être un jour je vais le faire. D'ailleurs, c'est mon but principal, c'est mon but ultime de ce projet, de devenir une espèce d'une média en fait, journalière. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Et j'ai publié sur Telegram un article que maintenant les gérants de fonds sont sous-investis dans la tech. Attention, ça c'est vachement important parce que c'est souvent un signe de bottom. Cela veut dire que les pros
proche de point le plus bas. Évidemment, il faut toujours garder en tête que quand on parle de la tech, il y a un énorme poids des GAFAM, toujours, c'est toujours le cas malgré la baisse. C'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, ne sont pas très chères. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire que c'est pas vrai. Bon, chacun a sa façon de valoriser les choses. Moi, je trouve que, hors quelques exceptions, elles ne sont pas chères aujourd'hui, ces valeurs-là, donc on peut commencer à se poser des questions d'investir dans ces valeurs. Encore une fois, je répète que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, je vous dis ce que moi j'ai fait. J'ai augmenté certaines lignes dans la tech, vraiment dans la top de la tech américaine. Je suis prêt d'attendre, même si ça baisse encore, je vais renforcer. Ce sont des valeurs excellentes, ce sont des valeurs génératrices du cash, donc vraiment ce que n'aime bien chez Mind Cash, en fait, elles sont rentables, elles sont performantes, donc ça correspond tout à fait à mes critères de stock picking. Donc là, je n'ai aucun problème. Peut-être ce n'est pas vos critères à vous, mais pour moi, c'est bon. Donc, on peut dire que la tech américaine, elle se rapproche de ses plus bas et peut-être on peut commencer à être sélectivement choisir certaines valeurs. Voilà, le CAC 40 aussi performe bien. On a 1% un peu plus sur le CAC 40. Indice de dollars, bon, pas grand-chose. Je vais retourner sur une autre vue. Donc, euro-dollar, on s'est installé largement au-dessus de 1. Donc après, c'est quoi? Parce que le dollar perd un petit peu de la vitesse suite à des différentes pronostics que la Réserve fédérale va faire en mettant en pause sa politique très agressive de la hausse des taux. Donc c'est pour ça que le dollar, il joue un tout petit peu cette histoire. Euro-CHF reste en dessous de la parité. Ça montre quand même une envie d'être en sécurité, toujours, parce que le franc suisse, qui est plus cher que l'euro, c'est quand même en déséquilibre macroéconomique. Je le suis de manière, on va dire, très globale. En fait, évidemment, je n'investis pas ni sur euro-dollar, ni sur euro-CHF. Je n'interviens pas sur le marché de Forex. Mais en tout cas, pour moi, ça sert comme des indicateurs assez intéressants. Le 10 ans, il est déjà en dessous de 3,7. C'est vraiment excellent. Vous allez voir qu'une des sélections de mes investissements pour les dividendes, tout à l'heure je vais vous en parler, déjà elle est très profitable suite à la baisse des taux américains auquel moi je m'attendais, ce qui est logique parce que j'ai proposé un investissement que je vais vous présenter prochainement. Dans cette vidéo du Café de Dimanche, je ne voudrais pas toucher le sujet de la Fed, de la hausse des taux, parce qu'on en a parlé tellement ces dernières semaines que ça devient un petit peu, je pense, déjà ennuyant d'écouter chaque semaine la même chose. La situation n'a pas changé globalement, on a toujours des informations contradictoires. Certains disent qu'ils vont monter, certains disent qui vont monter moins. Il y en a certains des rares personnes qui disent qu'ils vont faire le vrai pivot, donc ça veut dire que revenir même à la baisse des taux. Je vous ai déjà présenté mes opinions dans mes précédentes vidéos. Si ça vous intéresse, je vous invite d'y revenir. Le pétrole, c'est intéressant parce que ça continue à baisser assez fortement. Et j'ai publié un article pour les abonnés Premium Mind Cash avec l'analyse de l'action Total Energy. Je sais que beaucoup entre vous ont cette valeur dans le portefeuille. J'ai les sorties de mon portefeuille POA qui est publié sur le site mindcash.fr au cours de 58 €. On va directement regarder ce cas concret de l'action Total Energy. Dans l'article, j'ai expliqué en détail ma position, pourquoi je suis sorti, avec quel horizon je suis sorti, parce que c'est une valeur dans laquelle il faut être présent. Mais j'ai une stratégie assez particulière par rapport à Total Energy et jusqu'à ce moment-là, elle fonctionnait vraiment parfaitement. J'arrivais à l'avoir toujours au bon prix. C'est vraiment une des rares valeurs, on va dire, où j'ai souvent de la chance. Je compte rarement sur la chance, mais il y a des valeurs, vous savez, toujours un peu où on est, je sais pas, la chance est de notre côté, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est Total, il y en a encore 2-3. Et du coup, pour l'instant, j'ai sorti du portefeuille parce qu'il arrive vraiment à des niveaux que moi je trouve assez maintenant délicats, surtout compte tenu des actualités du pétrole. Si on regarde un petit peu à long terme, pour moi, il devrait y avoir un retour en arrière. En fait, on devrait retomber sur les 50, 51 au minimum. Et si on casse ce canal, on peut vraiment aller très bas. Et il y a du fondamental, il y a du fond fondamental pour que cela arrive, parce que le pétrole va rester un marché volatile. C'est un marché qui va rester perturbé encore l'année prochaine. Il peut être perturbé
dans un sens comme dans un autre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va chuter. Tout dépend encore une fois des déroulements de la situation, notamment en Ukraine, et plus globalement les relations entre la Russie et tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, la Russie elle est complètement isolée. Comment elle va vendre son pétrole? Il y a beaucoup de discussions au niveau de pour caper le prix du pétrole russe. Pour l'instant, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord par rapport au niveau de ce cap. Il y a certains pays qui sont limitrophes avec la Russie veulent que ce cap soit très bas. D'autres pays qui sont plus loin de la Russie veulent que ce cap soit moins restrictif, ce qui est assez logique. Voilà, donc il y a toutes ces discussions politiques. On ne sait pas exactement quelle sera la situation au niveau d'approvisionnement de pétrole l'année prochaine. L'Arabie Saoudite aussi, ce n'est pas nécessairement un acteur très facilement prévisible. Mais voilà, donc il y aura de la volatilité, c'est tout ce que je peux dire. Mais par contre, l'upside pour pétrole, il est quand même toujours limité parce qu'on sait encore une fois que le pétrole ne manque pas dans le monde. La question, c'est comment on va les livrer, comment on va les récupérer suite à des différentes configurations politiques. En fait, vous savez, avec le monde, avec la guerre en Ukraine, tout le monde énergétique, tout le monde d'approvisionnement énergétique a changé. Aujourd'hui, il y a tout un autre secteur qui est revenu sur le devant de la scène, auquel on parlait presque pas. Par exemple, le GNL. Vous savez, avant la guerre en Ukraine, moi, vu que je travaille quand même dans ce domaine, j'en ai beaucoup entendu parler, mais dans les médias globaux, on parlait rarement de GNL. Maintenant, GNL, c'est presque le must-have, en fait. Tout le monde maintenant s'oriente vers le GNL, on commence à construire les systèmes de régasification en Europe notamment pour recevoir les cargos de GNL et se diversifier en alimentation du gaz. Là, je parle du gaz, mais le pétrole aussi, ce sont des marchés quand même qui sont pas mal corrélés. Même si nous avons l'impression que le pétrole et le gaz sont deux choses différentes, mais ce n'est pas tellement vrai. Et donc, pour moi, l'image énergétique devrait se dessiner justement en 2023 parce qu'on a déjà suffisamment des inputs, si vous voulez, permettez-moi, c'est un petit peu anglicisme. On sait déjà plus ou moins dans quelle situation se trouve aujourd'hui la Russie, bon, c'est de la merde, et on sait plus ou moins quels sont les moyens nous avons pour se diversifier en termes d'indépendance énergétique de la Russie. Voilà, tous ces sujets-là vont être sur la table l'année prochaine et je pense que le pétrole aura du mal quand même à monter beaucoup plus haut que les niveaux de 90. Là déjà, on est vachement loin. Et pour l'instant, il y a un retard quand même au niveau de l'action Total parce qu'il n'a pas encore joué la chute du pétrole. Je disais toujours que pour moi, investir dans le Total, c'est pas vrai. En fait, de point de vue fondamental, c'est pas vrai. Mais le marché, il la voit comme une pétrolière classique. Il ne voit pas la diversification du Total dans le gaz, l'électricité, notamment dans le GNL également. Et il n'y voit pas non plus la partie les énergies renouvelables qui est bien présente dans le business du Total. Donc du coup, moi je trouve que la lecture du bilan du Total effectué par les marchés financiers n'est pas correcte. Moi je trouve que c'est une valeur bien plus riche en activité que juste la pétrolière simple. Mais pour l'instant, le marché la price comme une pétrolière classique. Peut-être c'est en train de changer, peut-être. Mais dans ce cas-là, on devra casser ce canal vers le haut. Dans ce cas-là, ça me donnera pas raison, donc j'aurai tort. Et on va casser ce canal, on va remonter vers beaucoup plus haut. Mais par contre, j'ai du mal à croire dans ce scénario et je crois plus au scénario qu'on va retomber vers les supports qui se trouvent actuellement à 50-51. Et là, on va se poser la question, on va refaire un point avec vous. Qu'est-ce qu'on fait avec cette action? Pour l'instant, je suis sorti à peu près à ce niveau-là, 58 et quelques. Donc là, j'ai plus cette valeur et elle a fait plus de 46% dans mon portefeuille PEA dont les lignes sont publiées sur le site mindcash.fr. Voilà, c'est ce que concerne Total, ce que concerne pétrole et on continue. Le VIX, c'est l'indice de la peur, c'est l'indice qui est calculé à partir du marché des options sur l'indice S&P 500 et qui mesure la volatilité implicite. Et là, il est retombé sur le niveau des vents. C'est énorme, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant compte tenu des risques que nous avons sur les marchés. Je dis toujours que VIX, c'est pas un indice avancé, donc du coup, on ne peut pas se projeter en regardant le VIX, mais par contre, on peut constater le niveau de nervosité. Donc le niveau de nervosité sur les marchés, il est retombé à des niveaux qui sont proches au moment qu'on avait des QI. Donc vous entendez bien, quand on avait des QI, on n'avait pratiquement aucun risque sur le marché parce que la réserve fédérale, de toute manière, elle rachetait
tout ce qui n'allait pas. Donc du coup, c'était un peu le paradigme qu'on appelait parfois Alan Greenspan put. Donc quoi qu'il en arrive, la Fed, elle rachète toute la merde qui se passe sur les marchés. Et là, on a abandonné quand même ce principe. Maintenant, les marchés sont laissés à faire leur propre vie. La Fed, maintenant, au contraire, elle réduit les liquidités, elle restreint sa politique monétaire, et on voit que le VIX, elle est retombé quand même à un niveau super bas. Je vous rappelle qu'on était à 30-32 il y a encore pas très longtemps, quand on était en train de baisser en septembre, en octobre dernier, et maintenant on est revenu vraiment à l'équilibre. Ça donne des conditions vraiment très favorable pour voir le fameux rallye de Noël. Donc ça, c'est vraiment le mot-clé qu'on recherche partout dans les médias économiques. Et aujourd'hui, la situation de point de vue psychologie de marché, de point de vue l'image technique, je pense qu'elle est assez favorable pour voir effectivement ce rallye. Je ne pense pas que ce rallye sera très violent. Je vous disais déjà que moi, je vois maximum 4180, bon, on va arrondir, 4200 sur l'indice S&P comme un upside pour le mois de décembre qui arrive. Je pense que ça sera déjà un très très beau objectif dans les circonstances actuelles. Je vous rappelle que les circonstances sont quand même incroyables. C'est l'inflation au plus haut des décennies. C'est la guerre en Europe, c'est le bordel avec le Covid en Chine, on va encore en parler rapidement. Donc on a tous les risques toujours sur la table, mais pourtant quand même, on va s'offrir le rallye du Noël, ce qui est très probable. C'est peut-être quelque chose sur quoi je vais un petit peu parier en décembre, parce que là on va rentrer progressivement dans la période où il y aura moins d'actualité. On n'est plus dans une période trimestrielle, donc c'est calme. En plus, il y a le Black Friday qui va augmenter les consommations. Par contre, je fais beaucoup attention à cette période si les statistiques qui vont sortir en décembre, d'ailleurs, je ne sais pas si les CPI qui vont sortir en décembre vont couvrir la période de Black Friday. Ça m'intéresse beaucoup si les gens vont consommer beaucoup cette année. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on peut avoir des mauvaises surprises sur les prochains indices de l'inflation. Ça, il faut faire beaucoup attention. Et on a aussi la Coupe du Monde, il ne faut pas non plus ignorer, c'est un événement très important, donc du coup ça crée aussi de la consommation, une consommation d'un autre type. Il faut bien garder en tête que nous sommes dans une situation d'une incertitude sur les indices macro qui vont être publiés. Parce qu'avec Black Friday, avec la Coupe du Monde, je ne sais pas si les attentes des analystes par rapport à l'inflation seront tellement exactes. Et on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, mauvaise surprise, c'est quoi? C'est que les prix ont monté plus que prévu. Donc ça va donner vraiment un très mauvais élan pour les marchés. Et ça va donner un très mauvais contexte pour les futures réunions de la Réserve fédérale. Donc voilà, en ce qui concerne le VIX, je constate une seule chose que avec les chiffres que je vois sur mon écran, la probabilité du Christmas Rally, elle est quand même assez importante. Voilà, pour tout le reste, c'est plus ou moins pareil, donc du coup les taux restent raisonnables. Tesla continue à acheter, Tesla fait partie de mon screener de la voiture électrique, bien évidemment je la suis de près. Je vois qu'il y a un cours du chemin à faire pour la baisse, donc c'est de loin, c'est pas la limite. Mais à partir d'un certain niveau, je voudrais quand même voir cette valeur. Voyez, pour une fois, Pavel va vous dire que je vais acheter du Tesla, peut-être un jour. Je pense que ce jour n'est pas si loin, mais par contre, le cours, il est encore en chouïa loin de ce que j'aimerais bien avoir. Voilà, sur le BTC, sur le Gold, c'est une autre histoire parce que bon, le BTC a fait toutes les histoires de FTX, de toute cette exchange qui a fait en défaut. Je vais vous donner rapidement mon avis par rapport à ça. Je parle très rarement des cryptos, j'en ai très peu et je ne me considère pas comme un expert du tout de ce marché. Ce que moi je trouve important de noter, c'est que le marché des cryptos finalement, et s'est affirmé comme un deuxième marché alternatif. Ça, c'était un challenge. Au début, je me souviens, même moi, j'étais vachement sceptique par rapport à ce marché. Je disais que peut-être va s'écrouler, tout ça, c'est du vent, c'est rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'actifs fongibles derrière. Bref, tout ça, ça a été confirmé que ce marché, il représente quand même quelque chose. Parce que malgré des choses qui arrivent, malgré les crises que nous avons déjà traversées, plusieurs crises que nous avons traversées, c'est la crise Covid, après c'est la crise de la guerre en Ukraine, d'autres crises de moindre ampleur, les cryptos sont toujours là et le Bitcoin, il coûte toujours 16 500 $. Vous imaginez, donc c'est une somme quand même énorme pour un seul actif, pour un seul token. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont prêts de payer des sommes énormes pour les cryptos. Après, il y en a beaucoup de pipeaux dedans. Après, il y aura des faillites. Vous voyez, tout le monde parle de la faillite de cet exchange des cryptos.
Mais sur tous les nouveaux marchés, ça va arriver. Donc ça n'a rien de surprenant. C'est juste une séquence normale des événements quand le marché devient mature. Avant que le marché devienne mature, il y aura des choses exceptionnelles. Il y aura des arnaques, il y aura des fraudes comptables, il y aura des faillites, il y aura tout ce que vous voulez sur le chemin pour arriver dans quelque chose de tangible. Voilà, et là, je pense que les marchés de crypto, ils sont en train de traverser justement cette période. Et effectivement, il y a des périodes plus dures, il y a des périodes plus faciles. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement acheter le Bitcoin. Surtout, je ne donne aucun conseil. Moi, je ne fais pas de transactions sur ce marché. J'en ai quelques actifs. Et notamment, j'en ai parmi des cryptos, on va dire exotiques, j'en ai celles qui sont exposées sur Metaverse. Vous savez que je suis un grand amateur de Metaverse. Et je reste fidèle à mes convictions pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Avant qu'on passe aux actions concrètes, on va jeter un œil quand même sur l'indice S&P 500 pour voir s'il n'y a pas une modification sur l'image technique. Pour l'instant, tout reste pareil. J'ai gardé exprès en fait mes dessins de la semaine dernière. Vous voyez ce gros point d'interrogation, il reste valable. Est-ce qu'on traverse la ligne de la moyenne mobile de 200 jours ou pas? Ça, c'est la question que je me pose pour le moment. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé et on reste dans cette perspective. Moi, je vois, comme je vous disais déjà, un niveau de 3200, plus ou moins, pour le rebond technique, pour la suite de rebond technique dans le cadre de Christmas Rally. On peut éventuellement envisager le 4300, mais j'ai du mal à croire. Encore une fois, j'ai déjà expliqué ça dans la précédente vidéo, je ne vais pas tout répéter. Je dis que pour aller tester 4300 et surtout le casser, si on le casse, dans ce cas-là, il faut revoir mes modèles techniques qui m'ont beaucoup aidé tout au long de cette année 2022. Mais dans ce cas-là, ils seront plus valables parce qu'à un moment donné, mes modèles vont perdre de leur actualité. Il faudra les revoir, il faudra dessiner d'autres modèles pour commencer à prendre les décisions d'investissement. Pour l'instant, mes modèles fonctionnent. Pour l'instant, il n'y a aucun signal pour changer du modèle. Mais par contre, si on va traverser 4300, et même si on y arrive, mais si on arrive jusqu'à 4300, il faudra vraiment sérieusement se poser des questions si la situation technique n'est pas changée. Moi, j'attends toujours une plus grosse correction l'année prochaine qui va nous amener vers les 3200, ce qui est un niveau qui correspond à la crise au plus bas de la crise de Covid. Et bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça va être pour 2 heures la vidéo. Pourquoi et dans quel scénario on peut y arriver? J'en ai vois pas mal de ces scénarios, il y en a des scénarios comme ça sans aucun problème. Et ce n'est pas les risques qui nous manquent pour réussir d'arriver et de voir ces niveaux qui seront vraiment très alléchants pour acheter. En fait, de point de vue de ma stratégie globale, j'aimerais bien attendre le Christmas Rally et alléger pas mal mon portefeuille à des niveaux qui seront à 4200, j'espère. Et si ça va monter jusqu'à 4300, dans ce cas-là, il faudra revoir un petit peu le contexte économique, le contexte macro, refaire les modèles et voir si il y a des chances qu'on les traverse. Parce que pour traverser les 4300, il faut vraiment que la Fed revienne pour qu'il fasse un vrai pivot et qu'elle commence encore à imprimer de l'argent. Que dans ces scénarios-là, je peux croire qu'on va pouvoir casser ces niveaux-là. Donc dans tous les cas, 4002, 4003, ça ce sont les niveaux sur S&P 500. D'ailleurs, vous savez, juste pour votre information, j'ai pris un nouveau abonnement pour TradingView. Je trouve cet outil est excellent. Je sais que vous l'utilisez beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes d'entre vous l'utilisent également. Et par contre, j'ai abandonné GuruFocus. C'est la version payante. Je l'utilise toujours pour la version gratuite parce que moi, je trouvais qu'elle était largement trop chère pour les services qu'il propose. Et chez TradingView, nous pouvons faire aussi les analyses fondamentales. Donc, il y a maintenant des grids qu'ils vous proposent. Donc, après, si vous avez une version payante, vous n'allez pas nécessairement avoir l'accès à tout cela. Et ici, on peut charger les indicateurs, les graphiques d'évolution de leur bilan, par exemple l'évolution d'actifs, l'évolution passifs, les évolutions de dette, les évolutions des indices de rentabilité. Je fais pas le partenariat avec TradingView, même si je voudrais bien, parce que dans ma déontologie, je veux faire du partenariat avec des outils que moi-même j'utilise. Et d'ailleurs, là, je vous ouvre une nouvelle qui sera, j'espère, bonne, que maintenant j'ai un partenariat avec Interactive Brokers. Je l'ai signé il y a à peu près un mois et je vais commencer l'année prochaine, je vais commencer à faire des tutoriels sur l'utilisation de la plateforme Interactive Brokers. Et encore une fois, c'est parce que moi-même je l'utilise, c'est ma plateforme principale et c'est la plateforme que je vais utiliser pour les exemples de mes positions dans le club Option Invest. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour pas mal de personnes parce que vous m'avez posé des questions dans les commentaires
quels sont comment l'utiliser, parce que l'interface de Interactive Broker, ce n'est pas très intuitif pour celui qui est assez novice. Et par cette occasion, je vais aussi devenir un influenceur de Interactive Brokers. Vous pouvez trouver le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo que désormais je vais publier à tous mes abonnés. Donc voilà, donc ça va être communiqué quand même officiellement un petit peu plus tard quand je vais lancer ce projet. Et juste pour que vous sachiez que maintenant, Mind2Cash est associé avec Interactive Brokers. C'est peut-être le premier service avec qui je suis dans un partenariat officiel. Et du coup, je vais évidemment le mentionner à chaque fois. Je ne suis pas payé pour, je vous le dis tout de suite, parce que pour éviter tous les fantasmes. Et donc voilà, un de mes objectifs, c'est que au lieu d'utiliser deux services, donc le service de Guru Focus et de TradingView, je vais utiliser qu'un seul, mais en version plus complète. Et comme ça, je vais vous présenter sous une forme de graphique les bilans. Je pense que visuellement, ça doit être assez sympathique. C'est pour les prochaines vidéos, je vais essayer de le préparer. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, maintenant nous allons passer sur le sujet principal de cette vidéo où je vais vous présenter les différentes actions que j'ai choisies le mois dernier. Donc du coup, on va aller sur le site mindcash.fr. Je rappelle rapidement le principe du fonctionnement du site. Dans le menu en haut, vous avez les accès à des différents modules du site. Donc au début, c'est un blog et la librairie d'ailleurs que je vous ai parlé la semaine dernière, là où je publie des articles, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Quand je mentionne certains éléments, typiquement le short squeeze, c'était le sujet de la vidéo dernière. D'ailleurs, j'ai eu très peu de vues pour cette vidéo. Je sais pas si c'est peut-être un sujet qui vous intéresse pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pas les sujets comme short squeeze, un peu plus de trading, pour que se concentre plus sur les aspects, on va dire, investissement traditionnel. Ça m'intéresse vraiment beaucoup le retour parce que je pensais que ça va être très intéressant pour beaucoup de personnes. Mais bon, c'était pas le cas. Peut-être c'était un week-end particulier, j'en sais rien. Voilà. Et ici, il y a tous les articles de mon blog. Vous pouvez les accéder par catégorie. Ensuite, le portefeuille. C'est là où vous allez trouver les portefeuilles PEA, le portefeuille Tranquille Biche. Ça, c'est un nouveau qui était lancé avec les abonnements premium. Par contre, le portefeuille rentier, celui qui est orienté de dividendes, je me demande si je ne le supprime pas parce que je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, le sujet des dividendes, parce que c'est vraiment un investissement très passif, un peu trop passif pour le présenter toutes les semaines. À voir, à voir. Ça, c'est une question que je me demande, mais régulièrement, je m'en tiens en fait tous les mois, le portefeuille PEA, le portefeuille Tranquille Biche en ce moment. Parce que c'est vrai que rentier, ça bouge pas beaucoup, et donc du coup, je sais pas si ça vaut le coup vraiment de l'exposer de cette manière. Voilà, ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est les screeners, parce que c'est là où il y a le plus d'informations qui se met à jour systématiquement. Donc les 4 premiers screeners, ce sont des idées d'investissement que moi, je publie tous les mois. Je vais prochainement les mettre à jour. Ces screeners sont divisés par 3 catégories d'investisseurs. La première, tranquille biche, c'est le bon père de famille. C'est ceux qui veulent investir sans prendre beaucoup de risques. Je pense que c'est une approche qui convient à beaucoup de personnes qui veulent diversifier leur patrimoine. Et de mémoire, en fait, pas de mémoire, à ma connaissance, je suis pratiquement le seul à proposer ce type de portefeuille vert. Parce qu'il y en a beaucoup en fait sur Internet que vous allez trouver des exemples de portefeuille PEA, portefeuille dividende, blablabla. Mais vraiment, cette stratégie pour investir de manière la plus sécurisée possible, je pense que c'est quelque chose d'assez novice et c'est assez surprenant de mon côté. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez encore d'autres services, d'autres ressources où vous trouvez ce type de screener et ce type de portefeuille. Et comment ça se passe en fait? Tous les mois, je propose dans chacun de ces screeners entre 3-4 actions, parfois 2, ça dépend de situation. Et une de ces actions va dans le portefeuille. En fait, vous voyez que là, les portefeuilles que je vous montrais tout à l'heure, donc parmi cette sélection, je choisis une que moi j'achète dans un des portefeuilles modèles que vous trouvez sur le site dans la section précédente. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a ces 3 profils, donc celui qui veut ne pas prendre du risque, celui qui veut investir pour les dividendes et celui qui veut investir uniquement avec son PEA. Je déconseille d'avoir que le PEA parce que ce n'est pas suffisant, mais je sais que quand même il y en a beaucoup qui ont que le PEA et donc du coup je fais ce screener pour ces personnes-là. Et le 4e screener, ça sont mes chouchous, donc c'est là où je prends un petit peu plus de risques, c'est quand même assez intéressant de voir ce côté subjectif. En fait, tout ça c'est des côtés subjectifs parce que ce sont mes sélections, je ne suis pas un professionnel d'investissement, je n'ai pas le droit de donner des conseils, mais dans tous les cas, ce sont des actions que moi je préfère pour chacune des catégories. Ici, cette catégorie, ça a vos risques et périls. Moi, je vous dis que ces actions que moi j'aime bien, parfois il y a des actions défensives, parfois elles se chevauchent
avec d'autres actions dans d'autres screeners, parfois ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je vais publier ma nouvelle sélection et je pense que dans cette partie-là, je vais prendre pas mal de risques cette fois. Je vais communiquer largement quels sont les risques, comment il faut le gérer, etc., etc. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un certain momentum sur certaines actions. Et donc, du coup, les stratégies dans chacun de ces 4 screeners sont très différentes et ne conviennent pas à tout le monde. Donc, du coup, moi, je vois le profil d'abonné Mind Cash Premium, c'est que vous devez, on va dire, s'associer à un de ces profils. Si vous avez votre propre stratégie, dans ce cas-là, peut-être mon shortlist va vous intéresser, donc les actions que moi je choisis pour moi. Et si vous avez une de ces 3 stratégies restantes, je pense que quasiment tout le monde peut s'inscrire dans une de ces 3 stratégies. Vous pouvez être intéressé par voir ce que moi je choisis tous les mois. Voilà, et ensuite il y en a d'autres screeners que moi je mets à jour moins régulièrement, c'est les top scoring, c'est les différents systèmes de scoring. Après, les screeners sectoriels, vous voyez Metaverse, voiture électrique, biotech, énergie renouvelable, etc., etc. Et donc tous les mois, d'ailleurs c'est vachement pratique, tous les mois je fais un tour et ça me rafraîchit dans la mémoire qu'est-ce qui se passe dans chaque secteur et éventuellement ça me permet de ne pas rater les occasions. Ça, c'est vraiment, je trouve, une grosse valeur ajoutée. Et je mets des commentaires par rapport à des valeurs où j'ai un avis particulier, ou si je n'ai pas d'avis, je mets rien. Et voilà, donc c'est comme ça me permet de rester un petit peu informé de ce qui se passe dans chacun des secteurs et communiquer s'il y a spontanément une opportunité que moi je vois dans un secteur ou un autre. Voilà, maintenant aujourd'hui on va se concentrer sur mes choix du mois précédent. Encore une fois, je vous répète que les actions que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne vais pas montrer toutes parce qu'il y en a 2 parmi tous les 4 screeners où je vais peut-être republier pour le mois suivant parce que je dois quand même respecter une certaine déontologie par rapport aux personnes qui ont payé. Parce qu'il y en a beaucoup de valeurs qui ont déjà fait des profits sur un seul mois. J'avoue que le lancement de Mind Cash Premium depuis 3 mois, il y a eu beaucoup de succès par rapport aux performances des valeurs que je choisis. Dans certains cas, j'ai eu de la chance parce que le marché était haussier, notamment en octobre. Donc là, j'ai fait des très très bons profits avec mes sélections de fin septembre. Vraiment, ça a explosé le PNL. Ce mois-ci, c'était aussi très très bon, mais encore une fois, le mois de novembre, il était aussi plutôt haussier. Par contre, là où je suis quand même assez content, c'est pour le mois de septembre. C'est le premier mois de lancement où on a eu vraiment des moments difficiles en bourse. La bourse, elle a vraiment chuté. Quand même, les actions que moi j'ai choisies, il y a eu ceux qui ont baissé, malheureusement, parce que les marchés baissent, donc forcément. Mais par contre, le résultat global, il était quand même très plus que satisfaisant dans un contexte d'un marché baissier. Donc du coup, le lancement, c'est plutôt un succès, même largement un succès. Mais par contre, il faut toujours garder en tête que je ne vais pas toujours avoir raison. Et déjà, par exemple, pour le mois de décembre, je pense que ça va être assez compliqué à choisir. Certaines actions ont rebondi, certains ont rebondi fortement. Et du coup, naturellement, il faudra prendre plus de risques pour vous proposer une sélection pertinente d'actions, déjà dans un contexte un petit peu plus difficile, parce que les risques sont toujours là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pourtant, il faudra garder le cap, il faudra tous les mois fournir quelque chose. Donc, vous voyez, donc j'ai pas de formule magique, même si sur 3 mois les résultats sont très bons. Après, à voir, est-ce que je vais maintenir, ça c'est aussi mon challenge, pour maintenir justement la qualité de ces sélections. Alors, nous allons commencer par tranquille miche, de droite à gauche. Et les actions qui ont été choisies le mois dernier, je vous rappelle le contexte, que le mois dernier, quand j'ai fait mon choix, c'était début octobre, c'était début novembre, pardon. C'était après le mois d'octobre qui était très haussier. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'actions qui ont déjà rebondi fortement. Donc du coup, la tâche était plus difficile que justement le mois précédent. Et donc, je devais être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus sélectif. Et donc, pour les valeurs tranquille biche, voici, il y a seulement 2 valeurs, en fait 3 valeurs que moi j'ai choisies à l'époque. Bon, à l'époque, il y a un mois. Donc, la première, c'est l'action Sony. Cette action, elle apparaît à la fois dans les 2 screeners que je choisis. Mon screener à moi, mon top shortlist, mes actions chouchou. C'est une action, j'avoue que j'ai acheté moi-même dans mon portefeuille principal. Cette action, bon, Sony, il ne faut pas la présenter, surtout pendant le Coupe du Monde, quand vous regardez, j'imagine, le foot avec votre télé. Sony, c'est un leader en certains mois. Je ne suis pas un grand expert des téléviseurs, mais dans tous les cas, quand vous choisissez un modèle, c'est ce que j'étais en train de faire ces derniers mois, Sony vient largement en top de la liste. C'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, mais ils ont en certains mois. Après, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que Sony sont meilleurs que les autres, parce que j'ai l'impression que quand même la différence de prix, est-ce qu'il le justifie?
Parce que entre la différence de prix entre Sony, si je parle des téléviseurs, entre Sony et la gamme en dessous, c'est quand même impressionnant. Et est-ce que la différence de qualité est telle? Je ne sais pas. Pourtant, ils font beaucoup de ventes. Pourtant, cela veut dire qu'il y a quoi? Cela veut dire qu'il est en moite, cela veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel. Mais encore une fois, je ne vais pas parler des choses, je ne suis pas expert. Pour moi, c'est vraiment les télés, c'est pas nécessairement mon truc. Pendant longtemps, je ne l'avais pas du tout. Maintenant, avec le déménagement, j'ai voulu quand même l'avoir, juste déjà pour regarder quelques films, pour regarder bah, notamment le foot aussi, parce que même si je ne suis pas un grand fan de foot, mais je regarde quand même un petit peu. Voilà, Sony, quand j'ai proposé cette action dans le screener, dans mes deux screeners du coup, le cours d'action il était à 72,86 $. Et vous voyez que je ne l'ai pas acheté au plus bas. Donc je suis 100% honnête, j'aurais pu dire que j'ai acheté très bas, mais non. En fait, je l'ai acheté après la publication de trimestriels qui ont fait flamber le titre. Donc du coup, déjà, j'ai pris un certain risque. J'ai commencé à regarder les price to sales après les trimestriels qui m'ont plu. Price to sales était vraiment bon marché, 1,3 pour une valeur qui est du moite. PE forward, donc estimé par les analystes, il est à 15,6, donc on voit pour une valeur qui a du moite. EV/EBITDA, mon ratio préféré pour valoriser pour estimer la cherté, en fait, la valorisation du titre, c'est 7,2, largement en dessous de 10. 10, je trouve déjà, c'est un peu un bargain. 7,2, c'est vraiment rien du tout. ROIC, la rentabilité est de 10%, c'est très bien pour moi, en tout cas pour une bonne valeur de catégorie B, tranquille. Tout ce qui est 10 et plus, c'est vraiment excellent. Croissance, toujours là, elle est toujours positive, il n'y a pas d'une décroissance, il n'y a pas une raison que cette valeur ait une décote particulière. Donc on voit toujours la croissance de chiffre d'affaires de 7%, ce qui n'est pas négligeable. Et la dette, elle est tout à fait raisonnable, de 48%, rien de particulier. Et les côtés sur la bourse américaine, donc vous pouvez acheter en dollars. Si vous êtes un peu plus exotique, vous pouvez acheter en yens pour diversifier en devises. Je vous ai déjà fait des vidéos par rapport à ce sujet, donc c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir des lignes en plusieurs devises. Moi, je l'ai acheté dans mon portefeuille en dollars. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'aurais pu peut-être le faire en yens, effectivement, mais bon, après, visiblement, je n'ai pas pensé. Mais je ne sais pas pourquoi, pour moi, le marché japonais, ça reste un marché extrêmement exotique. J'ai un petit peu du mal à y intervenir, parce que bon, après, bref, chacun son truc. Ensuite, la deuxième valeur de Tranquille Biche, c'était Google, Alphabet. Donc là, quand je l'ai proposé, il était à 94,56. Bon, évidemment, je ne veux pas répéter tous les ratios de Google parce qu'on l'a vu déjà récemment, c'est pas nouveau, donc ça fait un moment que je vous parle que Google, ça peut être assez intéressant, peut-être à ces niveaux actuels. Donc EV/EBITDA, elle est à 12, mais pour Google, encore une fois, c'est une action explosive, le ROIC, elle est énorme, en fait, la dette, elle est vraiment pas un problème, la croissance, elle est gigantesque, donc c'est juste la psychologie de marché, mes amis. Donc c'est juste le marché qui n'aime pas les GAFAM aujourd'hui. Les GAFAM sont dans tous les ETF. Dès qu'il y a un fonds qui sort de l'ETF, il vend un petit peu du Google, il vend un petit peu de Apple, etc., etc. Donc il faut vraiment garder en tête ce phénomène que ces grandes actions, contrairement à Sony par exemple, ils sont partout. Tout le monde y investit. Et dès que les personnes veulent sortir de la bourse, ils le font souvent via les ETF. Et quand ils vendent des ETF, ils vendent automatiquement en certaines proportions toutes les valeurs qui font partie de cet ETF. Et vu que Google, Alphabet, il fait partie de tous les ETF possibles et impossibles, donc du coup, forcément, ça baisse. Et L'Oréal, ça c'est une valeur aussi facile à choisir, c'est à 316, là je crois qu'elle est à 350 maintenant, mais là on va voir l'analyse technique. Cette valeur aussi que j'ai fait l'analyse il n'y a pas longtemps, elle reste chère, mais c'est une catégorie A par excellence, donc tout est parfait, donc vraiment une très belle valeur, j'ai rien à dire. Donc, et c'est éligible pour le POA, bien évidemment. Maintenant, on va regarder un petit peu l'analyse technique. Donc là, du coup, le Sony, il a rebondi très fortement après cette trimestrielle. On peut le voir vraiment, cette ligne rouge là, où il y avait, bon, déjà techniquement, il y avait un support, donc il fallait déjà si on était vigilant, il fallait peut-être essayer de faire quelque chose à ce niveau-là, au moins avec les options, parce qu'évidemment, pour des grosses capitalisations comme ça, on a des options, on a tout ce qu'il faut pour investir, pour spéculer si vous voulez. Donc avec les trimestriels, vous voyez un gap haussier qui s'est ouvert, donc du coup, on a tout de suite touché la ligne de 50 moyenne mobile, de 50 jours. Vous voyez, l'analyse technique, quand même, ça marche parfaitement dans certaines situations, donc on voit tout de suite comment les niveaux sont respectés, et spontanément, et justement, quand je ne veux pas utiliser le mot conseiller parce que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Quand j'ai choisi cette action pour mes screeners,
justement, c'est ce mouvement-là sur lequel moi je comptais. Parce que moi, je l'ai acheté à peu près à ces niveaux-là, et donc du coup, il a sauté directement sur la moyenne mobile de 200 jours. Vous voyez, c'est juste l'analyse technique et l'analyse fondamentale, la cohabitation des deux font le succès en bourse. C'est un peu populiste ce que je suis en train de répéter, moi, mais je ne cesse pas de le faire parce que je trouve que c'est vraiment le Graal d'investissement en bourse, si vous me permettez, parce que c'est justement c'est comme ça qu'il faut investir. C'est ni c'est ni l'analyse technique seule, ni l'analyse fondamentale seule qui font le jeu, mais c'est les deux, justement. C'est les deux qui vivent ensemble parce que l'analyse technique, il a cette force de prédiction. L'analyse technique peut vous aider dans certains cas pour vraiment faire des bons choix d'action avant qu'il y ait une publication. Et quand la publication est faite, il suffit d'analyser les choses, voir où est-ce qu'on peut se propulser. Peut-être c'est une approche plus prudente d'ailleurs, parce que quand le mouvement haussier ou baissier il est déjà enclenché, et dans ce cas-là, vous surfez sur la deuxième vague et pas sur la première vague du mouvement. Parce que si vous essayez de surfer sur la première vague du mouvement, vous risquez de se retrouver que, encore une fois, le support sont cassés et on se retrouve encore en chute libre pour un certain niveau. Voilà. Voilà, ça ce qui concerne Sony. Maintenant, je vais regarder, c'était quoi l'autre? C'était Google, c'est ça? Ouais, mais bon, Google, on l'a vu il y a pas longtemps, donc je vais juste répéter rapidement de ce qui se passe. Bon, voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce que je disais en fait. Je pense qu'on a regardé la dernière fois qu'on était là, à 85, quand on a vu la chute des valeurs tech. Moi, je disais que genre cette ligne-là, bon, ça va être difficile à franchir. On l'a franchi une seule fois, c'était quoi en mai 22, donc ça c'est récemment. Maintenant, on est rebondi encore une fois, on a rebondi jusqu'à moyenne mobile. Ouais, encore une fois, vous voyez, copier-coller. Donc, ça reflète les fondamentaux. Donc, ça, les fondamentaux sont bons. On est revenu très rapidement sur la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile de 100 jours, c'est à 114, 115 si vous voulez. Donc après, ça dépendra du mouvement. Peut-être lors du Christmas Rally, je ne serais pas étonné qu'on arrive jusque-là. Et est-ce qu'il faut vendre à ce niveau-là? Je ne sais pas. Moi, ce sont des valeurs de fonds de portefeuille. C'est la catégorie A, je les garde sans aucun souci. Maintenant, L'Oréal. L'Oréal, c'est un peu pareil. L'Oréal, c'est même encore plus facile à trader parce que j'ai un support 300. Moi, je suis rentré à combien? Je suis rentré à 314, je crois. Bon, après, chacun décide. Par contre, la seule chose qui me dérange un petit peu par rapport à L'Oréal, c'est qu'elle reste quand même chère. Si vous vous souvenez, les ratios que je viens de vous montrer, ça reste quand même assez exigeant parce on a sur price to sales de proche de 5, forward PE 26. Pour une valeur de cette catégorie, c'est pas cher, mais c'est pas bon marché. C'est ça qui est important à noter, c'est que contrairement à Sony, contrairement même à l'Alphabet, c'est quand même assez cher. EV/EBITDA, vous savez, 20, c'est quand même pas mal. Déjà, bon, c'est pas cher encore une fois, mais c'est quelque chose. ROIC 13,5, vous voyez, c'est pas 32,7 comme chez Google. C'est un peu plus que Sony, mais Sony, il est valorisé bien moins que le réel. Donc, vous voyez, au niveau de ratio. Je sais que j'aime pas les comparaisons cross-secteur parce qu'évidemment, je ne vais pas appliquer les mêmes ratios et les mêmes normes pour le secteur de la technologie, on va dire, je ne sais même pas comment appeler ça, technologie de la maison comme Sony et les soins personnels comme le réel. Le réel, il a plus de moites que Sony, sans aucun doute, mais Google, il a encore plus de moites que le réel. Donc, vous voyez, il faut toujours décider parce qu'entre les deux, entre Alphabet et le réel, moi, je vote plutôt pour Alphabet si on tient compte de la valorisation plus le potentiel plus la puissance du moite. Donc si je reviens sur l'analyse technique, donc ici j'étais un peu moins courageux parce que la valorisation elle est exigeante. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire. À 300 pour moi c'est vraiment un support extrêmement puissant, mais on n'est pas arrivé à 300. Du coup je l'ai présenté dans mon screener au cours de 300 et quelques, je ne sais plus combien c'était. 316, voilà. Pour information, ça n'a aucune importance. Moi, je n'ai pas renforcé cette ligne. Je n'ai un petit peu du L'Oréal dans... Non, pas un petit peu même, j'ai pas mal. Du L'Oréal dans mon portefeuille, mais je n'ai pas renforcé à ces niveaux-là. Dommage, parce qu'actuellement, le niveau, les 350, j'aurais pu faire un beau profit. Mais c'est juste pour vous montrer que je n'achète pas nécessairement toutes les valeurs qui sont dans ces screens. Hein, c'est pas le but. Et d'ailleurs, c'est pas non plus le but. J'ai eu des discussions cette semaine dans le Telegram. C'est pas le but de contrôler ce que moi je fais exactement. Parce que pour vous, normalement, il n'y en a aucune différence que si moi j'ai acheté ou j'ai pas acheté la valeur. Dès que ça apparaît dans mes portefeuilles ER, dès que ça apparaît dans mes screeners, donc cela veut dire que moi j'ai un avis positif sur une telle ou telle valeur. Après, vous décidez si vous achetez ou si vous achetez pas. Peu importe si moi-même j'ai fait de l'argent dessus ou pas.
Ça, c'est mon problème, moi. Ça n'a aucune incidence sur la qualité du contenu que je fournis et ce n'est pas la peine de vérifier que est-ce que j'ai vraiment acheté à ce niveau-là ou est-ce que je n'ai pas vraiment. En fait, la vérité, c'est que ma publication, elle était faite quand ce niveau était, cette action était à ce niveau-là. Après, si vous avez acheté, si vous n'avez pas acheté, c'est vous qui vous décidez. Et peu importe si moi-même je l'ai acheté. Juste pour un titre d'information, je vous dis ce que moi j'ai acheté. Par exemple, Sony, j'ai acheté. Et Sony, actuellement, il est à un niveau d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire. Hein, parce que là, on est acheté. J'ai oublié de frimer. C'est quoi ce bordel? Voilà, on est à 82. Aujourd'hui, 83, même presque. Et quand je l'ai publié, c'était à 72. Vous voyez, donc c'est énorme. Le upside aussi sur L'Oréal, c'était entre 316 et 350, c'est aujourd'hui. Et sur Google, c'était assez ridicule, rien d'impressionnant. C'était combien je crois qu'il y a 98, c'est ça, un truc comme ça. Maintenant. 80, oui, 96, 60. Donc il a monté, mais pas spécialement aussi impressionnant que Sony ou bien L'Oréal. Donc je passe beaucoup de temps sur toutes ces valeurs. Il faut que j'avance un peu plus vite. Maintenant, je retourne sur mes screeners. On va regarder qu'est-ce que j'ai choisi comme un investissement pour ceux qui aiment les revenus réguliers de la bourse, les revenus de dividendes. On touche un petit peu aux obligations et le mois dernier, c'était justement, je parlais des obligations, mes amis, et je vous ai présenté un ETF TLT, dont je pense que vous, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Et à l'époque, quand j'ai parlé de cet ETF, le niveau de 10 ans américain était à 4,2, et c'est là, dans mes vidéos de Café Dimanche, j'ai glissé cette idée qu'il serait probablement pertinent de figer cette rentabilité à ces niveaux-là. Et donc, j'étais cohérent par rapport à ce que je disais dans mes vidéos de Café Dimanche. Dans mes sélections du mois, pour ceux qui aiment les dividendes, c'est l'ETF iShares des obligations long terme de la dette américaine. Et à un moment, quand j'ai fait cette publication, une part dans cet ETF coûtait 95 $. Et actuellement, vous pouvez voir sur votre écran, elle coûte 102 $. Et ça, c'est un profit qui est fait sur un seul mois, même pas, sur 3 semaines et demie, sur un actif le moins risqué au monde. C'est les obligations d'État américain. Donc, vous voyez, donc là, on est passé de 95,8 jusqu'à 102,8 presque. Vous voyez, donc on a quand même fait un très beau profit avec un risque extrêmement limité. Donc je pense que pour ceux qui cherchent les dividendes, ils cherchent évidemment aussi de la sécurité pour que ça soit les revenus, on va dire, pérennes et pas juste les actions qui affichent des dividendes à 20%, demain elles vont faire faillite. Ici, c'est un actif vraiment de qualité qu'on ne peut pas avoir meilleur dans le monde. Je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas les États-Unis, certains qui n'aiment pas le dollar, etc. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, dans le modèle des risques actuel, dans le monde capitalistique actuel, c'est le 10 ans américain ou les obligations américaines qui sont considérés comme les actifs les moins risqués. Et donc ça, c'était mon choix pour le mois dernier. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai proposé que l'investir peut-être dans le TLT, ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Après, voilà. N'oubliez pas un like, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire. Je suis un mauvais commercial, visiblement. Parce que pour moi, c'est très important pour développer cette chaîne. Pour moi, c'est vraiment super important. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, et partagez cette vidéo à vos amis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par la bourse et la finance. Maintenant, on va passer sur un autre screener PEA. PEA. Qu'est-ce que j'avais choisi pour le PEA le mois dernier? Donc ça, c'était L'Oréal, on en avait déjà parlé, donc ça va être plus rapide, on va gagner du temps. Et ST Micro, mes amis, elle était à 32 quand je fais la publication. Donc price to sales 2,3 pour un semi-conducteur de top niveau, c'est top. Voilà, c'est un jeu de mots. Forward PE 8,1, moi je trouve c'est excellent. EV/EBITDA 10, mais c'était vraiment excellent. Et 31%, c'est presque comme Google, la rentabilité. Croissance énorme, dette faible. Vraiment, j'adore la valeur ST Micro. Pour moi, les top semi-conducteurs français, bon, ST Micro, c'est pas vraiment français, c'est ST Micro et Soitec, mais Soitec, pour le moment, je peux pas l'acheter parce que je trouve qu'il est trop cher. Voilà. Donc là, les ratios ne me permettent pas de franchir le pas et d'acheter les semi-conducteurs. Je vais regarder rapidement ST Micro, c'est STM, c'est ça, sur l'analyse technique. Mais bon, ici, c'est assez simple en fait. C'est encore une fois, c'est une valeur française, ce sont souvent dans les ranges.
Moi, c'est un petit peu comme avec Total, j'ai souvent de la chance avec ST Micro, j'aime bien cette valeur. J'achète toujours à 30, à peu près autour de 32, 30. Pour moi, ça c'est des niveaux pente d'entrée. Je sais qu'on a glissé en dessous et c'était même plus violent pendant l'époque de Covid. L'époque de Covid, c'était même jusqu'à 13, 14. C'était incroyable comme opportunité. Bon, il y a eu beaucoup d'opportunités à ce moment-là. Donc il glisse souvent jusqu'à 28. Mais pour moi, tout cela représente des opportunités excellentes. Mais moi, je commence à bouger mon derrière quand il s'approche à 3 à 30 déjà. Donc ça, c'est vraiment une grosse opportunité. Souvent, je fais des options. Pour ceux qui font partie de Club Option Invest, vous vous souvenez que j'ai fait déjà des ventes d'options à des cours autour de 30 ST Micro. Par contre, il faut faire attention parce que les lots sont énormes si vous faites ça en Europe. Je crois que c'est la bourse du Milan qui propose les chaînes d'options. Et en lot, c'est 500 actions. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup parce que dans la plupart des cas, c'est 100 actions en lot, ce qui est déjà pas mal, surtout si l'action est chère. Mais 500 actions, c'est vraiment énorme. Ça vous expose quand même à un certain risque. Donc, il faut quand même faire attention si vous voulez faire des actions dessus, des options dessus, pardon. Voilà, maintenant nous arrivons encore une fois à des résistances. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui en respectant les personnes qui ont payé l'abonnement. Parce qu'aujourd'hui, au 37, 38, je ne rentrerai pas, ça c'est sûr et certain. Par contre, au moment quand je l'ai sélectionné pour mon screener à 32, j'avais aucune hésitation. Voilà, donc ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, et maintenant nous allons regarder le dernier screener, ce sont mes valeurs chouchou. Par contre, ici, je devrais être un petit peu faire en cachette parce qu'il y en a une des lignes que je veux recommander le mois suivant. Et donc, par respect, encore une fois, comme je viens de dire, des personnes qui ont déjà pris les abonnements, je ne vais pas vous montrer toutes les actions, mais en revanche, dans cette liste, il y a déjà Sony que nous avons vu, et il y en a encore deux actions que nous n'avons pas encore vues. Et il y a l'action Alphabet que nous avons vue également. Et par contre, il y en a encore une action qui ne fait pas partie des autres screeners, c'est AMD, c'est Advanced Micro Devices, qui mérite quand même l'attention particulière, parce qu'encore une fois, c'est un semi-conducteur, mais c'est encore plus top niveau, parce que tout le monde connaît AMD, il y a du Moat, elle est exposée sur pas mal de choses. C'est des cartes vidéo, c'est des processeurs, donc c'est vraiment une excellente valeur. Et moi, quand je l'ai rajouté dans mon screener, elle était à 60 $ à peu près. Et actuellement, nous sommes à un niveau, je crois qu'il a vraiment bien monté. Et cette valeur aussi que moi j'ai acheté pour moi, je l'avais déjà, j'avoue, donc je l'avais déjà au plus haut, elle était en moins-value, et là maintenant je suis plus à l'équilibre. Et donc là actuellement, elle est à 75 $, donc c'était vraiment un très très bon choix. Pourquoi je l'ai choisi? Cette valeur, elle arrive déjà à un niveau de valorisation qui m'intéresse, donc ça fait un moment qu'elle arrive. Déjà à 70 $, je crois que j'ai commencé à acheter mes premières lignes, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait un DCA, comme on dit. J'ai commencé à acheter à 75. Je trouve que cette valeur, il mérite largement d'être dans le portefeuille. Avec le Forward PE14, je trouve que la valorisation est intéressante. Je vous rappelle qu'on a vu des valorisations stratosphériques il y a un an et demi, parce que ça faisait partie des valeurs hype. Tout le monde l'a acheté, et donc là, on a vu des PER absolument incroyables. Les price to sales, pareil. Maintenant, les cours commencent à s'approcher du point de vue fondamental à quelque chose qui est intéressant. Donc, price to sales 3,8, c'est pas bon marché, mais c'est correct. EV/EBITDA à 17, encore une fois, c'est pas bon marché, mais c'est correct. ROIC, donc ça, c'est la rentabilité. Ça, c'est vraiment pas mal, 12,2. La dette, elle est très très faible et la croissance, elle est énorme. 60% de la croissance de CA, moi, je trouve que c'est vraiment excellent pour cette valeur top de semi-conducteurs. Donc évidemment, je l'ai choisi, elle était sur un support. C'était un choix facile, j'avoue, et je l'ai mis en plus dans mon portefeuille. La dette quasi absente donne en fait un certain levier potentiel pour cette boîte pour racheter éventuellement d'autres, parce qu'ils peuvent emprunter. Et de point de vue technique, on voit que l'action elle a bien performé après les trimestriels et maintenant le chemin il est ouvert sans aucun problème pour atteindre la moyenne mobile de 200 jours. Voilà, AMD, c'était mon choix dans mes actions chouchou. Vous voyez que dans tous les screeners, un petit peu, il y a des idées qui se croisent parce que c'est naturellement, je peux avoir dans mes valeurs chouchou une valeur qui fait aussi partie de POA, de dividendes ou bien de tranquille pige parce que parfois il y a des valeurs avec des faibles risques qui commencent à avoir une valorisation super intéressante. Et nous, les investisseurs, nous recherchons à chaque fois le meilleur arbitrage entre la rentabilité
le potentiel de hausse, grosso modo, et le risque que vous prenez. Voilà, c'est tout mes amis. Je vous rappelle que les offres Black Friday sont ouvertes jusqu'à la fin de cette journée, donc jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, surtout faites attention à l'offre Option Invest, parce que Option Invest, je vais augmenter les prix, certainement au début de l'année prochaine, et vous auriez plus jamais ce prix que je propose pendant ce Black Friday. Également, si vous voulez tester les screeners et l'offre Premium Mind the Cash, vous avez aussi un mois à 9,99 centimes pour les inscriptions jusqu'à la fin de cette journée également. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très bon dimanche et j'espère qu'on va rester en contact sur Telegram, sur tous mes réseaux sociaux, éventuellement sur Instagram si ça vous intéresse, où je publie un petit peu plus de posts sur ma vie personnelle, sur la Provence, sur l'hiver qui est arrivé chez nous. Là maintenant, on est tous couverts, il fait froid, il y a beaucoup de Mistral, il va commencer à pleuvoir, donc ça c'est bon, c'est sympa aussi pour changer parce qu'il faisait vraiment très chaud toute l'année. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur, on se dit à très bientôt et mind the cash, bye bye.